Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire qui va être dédié au CV. On va prendre ensemble autour de 30 à 45 minutes pour que je puisse vous dispenser quelques bons conseils et bonnes pratiques pour réaliser justement ou modifier, mettre à jour votre CV. Alors avant de démarrer, juste si vous n'entendez pas bien ou il y a des problèmes pour la vidéo, n'hésitez pas à signaler dans la partie commentaires. Vous avez un chat à votre droite qui est sur cette partie de votre écran normalement. Ici, voilà. Et n'hésitez pas à le signaler, j'ai ma collègue Adeline qui est à la technique, qui pourra notamment vous aider ou venir en support si vraiment il y a des problèmes de son de vidéo. Alors évidemment, ça peut aussi dépendre de votre connexion, ça peut être assez variable, donc ça, malheureusement, on ne pourra pas toujours intervenir si ça vient de chez vous. Donc, comme je vous disais, effectivement, on va prendre ensemble autour de 30-45 minutes. Je vais évidemment passer la majeure partie du temps à vous parler donc du CV, et on se gardera du temps aussi à la fin pour que je puisse répondre à vos questions. Donc, toujours pareil, en bas à droite de votre écran, vous avez la partie chat sur laquelle vous pouvez me poser des questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation justement à poser ces questions. Justement, là, on passera sur ce fameux mode questions, on pourra les afficher. Alors, je ne pourrai pas y répondre en direct parce que je vais plutôt me concentrer évidemment sur la présentation. Donc, soyez patients. On gardera, alors peut-être pas toutes les questions, mais la majeure partie, pour que je puisse y répondre, notamment sur le dernier quart d'heure. Voilà. Alors, avant de démarrer, je vais juste vous présenter comme Jobinline et me représenter rapidement, sachant que moi, je suis Maximilien Guilbault, je suis donc responsable recrutement et j'interviens principalement sur l'activité recrutement du groupe Jobinlive qui est basé à Marseille. Puisque comme on va le voir par la suite, on a deux autres types d'activités que je vais aussi vous présenter. Et de manière assez simple, l'activité cabinet de recrutement qui évidemment est dédiée aux personnes en situation de handicap, je tiens quand même à le rappeler, s'organise en termes autour de deux activités qui sont le recrutement qu'on appelle au fil de l'eau assez classique, puisqu'on va s'adresser vraiment à toute typologie de secteur d'activité. On est un cabinet qui est généraliste, donc on accompagne effectivement les entreprises tout au long de l'année sur leur recrutement en fonction de leurs besoins. Et on a également ce qu'on appelle les mardis du handicap, qui sont des formats, on va dire, job dating, que vous connaissez sans doute, parce que la plupart des personnes qui nous connaissent ou qui ont déjà assisté à ces mardis du handicap, à travers notre équipe notamment, que ce soit notamment Sarah, Amélie ou encore Gérald, qui font partie de l'équipe recrutement. Ce sont des dates qui sont organisées sur toutes les grandes villes de France, au nombre de 35 par an. Alors évidemment, avec le contexte actuel, on a modifié je dirais, le format en présentiel, et on l'a aménagé à travers notre plateforme My Job Dating sur du job dating donc en ligne, et donc des sessions qui se font à distance sur une plateforme qui est donc un site dédié vraiment à l'échange entre les entreprises et les candidats. Alors par rapport à ça, aussi je vous citais effectivement qu'on a d'autres activités, puisque Jobinlife c'est également un cabinet de conseil, toujours autour du handicap, c'est notre cœur de métier, qui lui est basé à Paris, qui s'appelle Avisea. Et l'idée par rapport à ce cabinet, il accompagne en fait toutes les entreprises, encore une fois, de tout secteur d'activité, soit sur la mise en place d'une politique handicap, sur également la formation, la sensibilisation des collaborateurs à la politique handicap et notamment au handicap de manière générale, dans le domaine évidemment du recrutement et de la gestion des collaborateurs. Et puis Avisia peut aussi mettre en place des bonnes pratiques, des événements dédiés au handicap, et peut aussi, enfin pour terminer là-dessus, faire de l'audit justement des pratiques autour toujours du handicap au sein des entreprises. Et enfin, dernière activité de Jobinlive, donc là nous avons également la Handitech. Alors la Handitech, c'est effectivement c'est un événement qui a lieu une fois par an et qui récompense toutes les innovations autour du handicap, pas uniquement dans un contexte professionnel, mais également dans le domaine de la vie de tous les jours, pour le dire très simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça récompense aussi bien des innovations de toute nature, que ce soit des applications pour les personnes, pour aider les personnes non-voyantes à se diriger. Ça peut être également des choses très pointues comme la création d'exosquelettes. Et donc, ça peut concerner aussi bien des étudiants que des startups ou que des grands groupes. Il y a plein de catégories différentes qui récompensent effectivement ces différentes innovations. Donc voilà pour le tour d'ensemble de Jobinlife. C'est important que je vous reprécise un petit peu nos activités. Et donc on va passer maintenant directement donc sur la partie notamment du webinaire qui est consacrée au CV. Alors là, c'est la troisième fois qu'on fait un webinaire, enfin que j'anime un webinaire sur le CV. Sur les deux précédentes sessions, c'était sur des secteurs d'activité assez précis. Là, on part effectivement sur une thématique beaucoup plus généraliste, quel que soit le secteur. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà assisté au précédent webinaire, mais vous allez retrouver effectivement des informations assez similaires, même si là, j'ai évidemment élargi un petit peu certains éléments
tous les secteurs. Donc pour démarrer, ce qui est important, c'est effectivement la question cruciale, c'est pourquoi passer du temps sur un CV, même si certains peuvent encore se la poser. En fait, le CV, c'est plus, je dirais, qu'un format A4 ou qu'une feuille de papier. C'est vraiment un peu ce qu'on peut appeler le sésame, qui va vous permettre de décrocher un premier entretien, un premier échange téléphonique aussi déjà, peut-être dans un premier temps, même avant l'entretien. Et c'est important, effectivement. Du coup, attendez, je vais remettre sur la présentation parce que je crois qu'il y a... Hop. Voilà, Adeline qui, je pense, est en train de régler les détails techniques. Merci. Du coup, oui, je revenais sur effectivement l'importance du CV, puisque là, vous n'aurez que cet élément pour convaincre l'interlocuteur, le recruteur en face, de décrocher le téléphone et de vous envoyer un email pour vous contacter. Et ça, c'est important. Donc, il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté dès le début. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des règles à privilégier. Et surtout, c'est ce que effectivement j'indique dans ce slide. Aujourd'hui, un recruteur va recevoir énormément de CV, en fait, va avoir à traiter sur une semaine, ça peut être plusieurs centaines de candidatures. Il va effectivement pas forcément les traiter, mais au moins les voir passer ou devoir les examiner des CV sans forcément entrer dans le détail à chaque fois. Donc ça peut être un volume assez important. Les études montrent que en moyenne, c'est entre 6 à 30 secondes. Enfin, ça dépend des études, mais voilà, le plus court, c'est 6 secondes. Vous voyez, ça peut être très très rapide. Donc je dirais, si on n'a pas des éléments accrocheur, que ce soit au niveau visuel ou sur le contenu, clairement, là, vous allez avoir beaucoup de chances de passer à la trappe face à des CV qui vont être beaucoup mieux présentés ou qui vont aller vraiment à l'essentiel. Donc c'est pour ça on va le voir juste après, mais le fond et la forme sont vraiment aussi importants puisque forcément, on va aussi juger évaluer un CV sur l'impression qu'on en a à la première lecture. Donc ça, c'est très très important. Alors, pour parler plus concrètement, aujourd'hui, je dirais les premiers conseils que je vous donnerais, c'est vraiment de cibler les informations. Alors, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ça? C'est clairement adopter un ton vraiment direct et synthétique dans un CV, aller à l'essentiel. Alors, évidemment, j'en vois peu, mais j'en vois encore des CV sur lesquels on met les gens mettent des sujets verbes compléments ou développent vraiment leurs phrases. Gagner du temps et de la place, surtout si vous avez une expérience assez longue, mettez des verbes d'action. Comme gestion d'un portefeuille client, ça peut être pilotage d'un projet, accompagnement d'une équipe. Voilà, c'est vraiment des choses directes et qui vont donner du concret aussi et qui vont vous permettre aussi de bien, encore une fois, mettre en avant ce que vous savez faire. Autre point aussi, ça va concerner encore une fois les personnes qui, je dirais, ont beaucoup d'expérience, qui peuvent avoir un peu de mal à tout mettre sur un CV. Justement, ne vous sentez pas obligé de tout mettre sur un CV. N'hésitez pas vraiment à mettre en avant les expériences qui vont être le plus en lien avec le poste sur lequel vous candidatez. Ça peut paraître évident, mais il faut faire parfois quelques choix, voire même peut-être des sacrifices pour certains. Mais vraiment, n'hésitez pas à supprimer. Alors, ça peut être soit une expérience qui n'a pas été en lien effectivement qui n'est pas vraiment en lien direct, qui va pas, d'après vous, intéresser le recruteur. Également, dans une expérience, même si vous avez eu beaucoup de missions, beaucoup de tâches, centrez-vous sur celles qui vont être, encore une fois, les plus valorisantes et, encore une fois, celles qui vont faire du lien avec l'annonce. Alors, un petit bémol par rapport à ça. Effectivement, si vous souhaitez enlever une expérience et que ça fait un trou trop important dans votre CV, là, c'est risqué. Donc, forcément, si c'est une petite expérience, ça peut être un intérim de quelques mois, on peut jouer sur les dates, effectivement, vous pouvez vous en passer. Par contre, clairement, si c'est une expérience de plusieurs années, laissez-la, mais par contre, ne vous sentez pas obligé de tout développer. Vous pouvez mettre 2-3 lignes en termes d'expérience ou de tâches pour, encore une fois, gagner de la place et valoriser plus les autres expériences. Donc ça, c'est important. Et justement, à ce titre, un réflexe très simple, encore une fois, mais lisez bien l'annonce, repérez les mots-clés qu'il y a dans l'annonce, les missions et les compétences qui sont demandées, et remettez-les dans votre CV si vous les avez en fait. Alors, ne mettez pas forcément un copier-coller de l'annonce, vous pouvez trouver des synonymes ou reprendre évidemment certains mots-clés. Ça, c'est important. Parce que il faut savoir que concrètement, tous les recruteurs qui font des recherches par rapport au job board ou sur les réseaux sociaux et autres moyens, vont utiliser des moteurs de recherche avec des mots-clés. Donc, c'est une recherche très simple. Et ils vont taper les mots-clés qui correspondent aux compétences recherchées. Ça défie toute logique, évidemment, mais si on ne les retrouve pas dans votre CV, déjà, vous n'allez pas apparaître dans les recherches des recruteurs. Et ensuite, quand il va lire votre CV, un recruteur, c'est avant tout un être humain. S'il ne voit pas les mots-clés, il ne va pas être rassuré. Il va aller se tourner spontanément vers un CV qui, lui, va mettre ses mots-clés. Donc, forcément. Donc, c'est très logique, mais c'est très simple. Donc, vraiment, faites vraiment cette étude de comparaison entre votre CV et l'offre pour voir si on trouve bien, effectivement, les termes intéressants qui vont retenir, effectivement, l'attention du recruteur. Alors bien sûr, si vous avez une expérience très importante ou significative, ne vous interdisez pas de faire une version longue.
Par contre, proposez-la dans un deuxième temps, une fois que vous aurez pu contacter, enfin eu un contact avec le recruteur. C'est tout à fait légitime de proposer à un recruteur cette fameuse version avec, qui dépasse 1 à 2 pages pour détailler toutes vos missions. De toute façon, il vous dira tout simplement si oui ou non, si oui ou non ça l'intéresse, ou poliment il refusera si la version courte lui suffit. Parce que c'est vrai qu'effectivement, comme je vous le disais, voilà, un recruteur qui et moi-même, par mon expérience, quand on voit des CV, moi j'ai vu des CV qui font 8, 9, 10 pages. Alors évidemment, on commence à les lire, mais à la fin d'une journée, quand on a vu déjà plusieurs dizaines de CV, voilà, la première impression qu'on peut avoir, c'est que ce candidat ne sait pas faire preuve de synthèse. Et un point qui est important justement quand on fait un CV, justement, c'est que le CV que vous allez faire en termes de présentation, de contenu, ça va être déjà donner une première impression de votre manière de penser, de votre manière d'être aussi, de travailler aussi au recruteur. Donc le fait effectivement de déjà même de ne pas le relire ou de faire une version très longue ou de faire des pavés qui vont être comme ça sur une expérience va donner comme indication au recruteur, bah, ce candidat-là, je sais pas pourquoi je le sens pas bien, il sait pas en gros synthétiser ou il est pas rigoureux parce qu'il a pas relu. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent, je dirais, plein d'a priori qui peuvent arriver très rapidement. Même si voilà le métier du recrutement, on essaie d'être le plus objectif possible. Voilà, la dimension humaine fait qu'on va toujours avoir une part de subjectivité quand on regarde un CV, et surtout si on a la chance de pouvoir comparer et d'avoir beaucoup d'autres CV justement à mettre dans la balance. Donc ça, c'est encore une fois important d'être dans cette approche. Alors, autre point, c'est toujours sur cette notion de cibler l'information. Ouais, pareil, soyez précis sur les compétences. Ce qu'on voit beaucoup, quels que soient les secteurs, enfin, ce que je vois beaucoup aussi, moi, de mon point de vue, c'est des gens qui vont mettre toute une liste de compétences qui va être très très longue. Alors, des gros pavés de compétences, en fait, ça, c'est pas forcément très pertinent, parce que vous en mettez le plus que vous allez forcément vous valoriser encore une fois. C'est vraiment cibler par rapport à ce que vous savez faire. Hein. L'idée, c'est de pas de mettre des choses que vous avez vues pendant vos études, vous avez vu pendant un projet sur une semaine, ou vous avez juste abordé, sur lequel vous n'êtes pas vraiment, je dirais, à l'aise. Ça, il faut éviter. C'est pas forcément de se surévaluer. Et encore une fois, mettez en priorité et en début de CV, en tout cas en tête de liste, les compétences que vous maîtrisez et celles qui vont faire du sens, encore une fois, par rapport à ce que le recruteur recherche. C'est aussi quelque part un point important de se mettre à la place du recruteur en disant voilà, qu'est-ce qu'il a envie de voir, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre aussi, qu'est-ce qui va le rassurer ou qu'est-ce qui va vraiment lui donner envie de m'appeler. Donc mettez-vous, essayez de vous mettre à la place du recruteur, c'est pas évident, mais encore une fois, vous avez déjà l'annonce pour vous baser sur ce qui est recherché. Et je dirais l'annonce, c'est vraiment une bonne mine d'informations déjà sur ce type je dirais, de candidature. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'entreprise, hein, s'il y a des annonces similaires ou s'il y a d'autres types de postes qui peuvent vous intéresser. Là, vous avez aussi d'autres moyens de vous informer. Alors, pour les profils plus juniors, notamment, évidemment, vous allez pouvoir mettre, vous n'allez pas pouvoir mettre autant de choses qu'un profil expérimenté. Donc là, l'idée, c'est vraiment de plus valoriser vos formations, si elles sont bien, effectivement, encore une fois, j'insiste, mais en lien avec l'annonce ou le besoin. Les savoir-faire, les acquis, vous avez le droit de mettre dans vos compétences les savoir-faire, les acquis que vous avez pu, je dirais, donc acquérir forcément pendant vos études. Hein. Ça, vous pouvez le mettre. C'est aussi des choses que vous avez pu, je dirais, développer pendant des projets, je dirais, projets scolaires ou de cursus. Donc là, n'hésitez pas peut-être à en mettre justement un petit peu plus pour ressortir, je dirais, encore une fois, des mots-clés. Et l'idée n'est pas encore une fois de mentir ou de surévaluer, mais même des compétences que vous allez moins, je dirais, moins maîtriser, mais vous pourrez en tout cas utiliser ou mettre à jour plus rapidement ou être formé dessus. N'hésitez pas à en mettre un petit peu plus. Encore une fois, le recruteur va faire une recherche sur des mots-clés. Faites en sorte de les mettre dans votre CV pour que vous ayez moins de chance de ressortir dans une recherche. Parce que forcément, en tant que junior, on sera aussi, en tant que recruteur, un peu plus tolérant. On aura on sera plus enclin à contacter la personne pour bien valider justement ce que le candidat peut faire. Alors, effectivement, un point sur lequel je ne suis pas revenu, que j'avais indiqué, sur le fait d'être concret, effectivement, les données chiffrées, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est toujours bien, ça donne du concret, ça rassure encore une fois le recruteur sur le fait, voilà, il a des éléments concrets. Se dire effectivement qu'un candidat met des données chiffrées et précises, voilà, on dit qu'effectivement, voilà, il a de la matière et que on est plus rassuré sur le fait que voilà, il a réellement effectivement atteint ses objectifs, ses résultats. Après, c'est sûr sur des fonctions, je dirais, qui sont moins commerciales, vous allez moins avoir effectivement besoin de le mettre, mais sur une fonction plus commerciale, vous avez eu un objectif, vous avez participé à un projet où il y avait des objectifs en termes de délai, en termes de respect des coûts, si vous avez géré cette partie-là sur des postes à responsabilité, n'hésitez pas à mettre le budget que vous avez géré. Si c'était un projet à plusieurs millions d'euros, c'est toujours intéressant de le mettre. Vous avez piloté des équipes, c'était combien de personnes? Très simplement, un pilotage voilà,
d'équipe commerciale ou de vendeurs, ça peut être de 10 vendeurs. Pareil, si vous avez des résultats qui sont positifs, bien entendu, c'est mieux de les mettre, comme développement du chiffre d'affaires dans un magasin. Donc, voilà, c'est plein de choses comme ça. Après, c'est sûr, sur des postes où ça n'a pas lieu d'être, vous n'êtes pas obligé de mettre des chiffres, hein, on est bien d'accord, c'est pas une obligation, mais ça donne toujours, encore une fois, de la matière, et ça rend les choses plus tangibles, notamment, et ça vous valorise, encore une fois, davantage par rapport à ça. Alors, autre point, par rapport aux différentes rubriques, bon, je ne vais pas forcément refaire un point détaillé sur toutes les rubriques, je voulais quand même lister ce que c'est assez important. Donner juste quelques petits conseils à chaque fois pour ces rubriques. Évidemment, alors, encore une fois, des conseils vont vous sembler peut-être très, très évidents, mais c'est quand même bon de le rappeler parce que c'est des choses, moi, si je les ai mis dans cette présentation, encore une fois, c'est aussi mon avis, hein, et chaque recruteur peut avoir sa propre vision. Mais je vois encore des choses qui ne sont pas cohérentes sur des CV. Et c'est vrai qu'on passe aussi beaucoup de temps à accompagner les candidats justement sur la refonte de leur CV. Et donc, notamment le titre. Alors, le titre, forcément, il doit correspondre au poste ou à votre projet professionnel. Et c'est pour ça qu'en fait, ça que je ne l'ai pas cité, mais un CV, en fait, on peut en avoir autant que de candidatures qu'on fait, en fait. Alors, évidemment, on ne va pas faire tout le CV de fond en comble, mais il faut vraiment l'adapter à chaque fois que vous postulez. C'est comme ce que je disais quand je parlais de cibler les compétences. Il ne faut pas hésiter à changer, à remodeler votre CV et à le refaire en fonction vraiment du poste et de l'entreprise que vous avez ciblé. Donc le titre, effectivement, si c'est sur un poste que vous avez déjà occupé, n'hésitez pas à le mettre. Si vous avez un projet d'évoluer vers un poste un peu différent, vous avez le droit de mettre aussi effectivement un titre qui ne correspond pas forcément à votre situation actuelle, mais qui est plus une évolution. Ça montre effectivement que vous avez aussi une vision de ce vers quoi vous voulez aller. Vous n'êtes pas obligé de mettre un copier-coller du titre de l'annonce, hein, de l'offre, mais quelque chose qui s'en rapproche. Après, voilà, si c'est un titre de poste générique comme vendeur, voilà, on ne va pas non plus réinventer la poudre, mais en tout cas, vous pouvez apporter une précision comme vendeur en prêt-à-porter, par exemple, hein, c'est un autre exemple, ou dans le domaine de l'IT, développeur de nouvelles technologies ou développeur Java, pour reprendre ce titre, ou si vous avez une expérience sur un secteur en particulier, effectivement, conseiller client bancaire ou en banque. Voilà, c'est juste. Donc, c'est quand même assez précis, c'est bien ce que ça donne. C'est la première chose qu'on va lire sur un CV. Donc, tout de suite, ça donne le ton et savoir si le candidat déjà a une bonne image, une bonne vision de ce qu'il veut faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est toujours de mettre en dessous, pour les personnes plus expérimentées, ou ça marche aussi d'ailleurs pour les juniors, de mettre un résumé de votre profil juste en dessous du titre, de quelques lignes, encore une fois, sur un format synthétique, hein, pas besoin de rédiger, je dirais, de mettre sujet, verbe, complément. C'est vrai que sur les formats de CV anglo-saxons, je dirais, format de CV anglo-saxon, clairement, oui, c'est plus la tendance de beaucoup plus rédiger, mais c'est vrai qu'en France, on est vraiment sur un mode, vraiment, je dirais, plus synthétique. Donc, ce que je vous ai effectivement, donc c'est de. Excusez-moi, je suis en train de fermer une fenêtre. Voilà, ça va être plus simple pour la présentation. Et donc, je vous disais, oui, c'était de mettre un petit résumé qui va encore une fois, vous valoriser. Ça peut être effectivement, si vous avez des compétences particulières, ça peut être maîtrise d'un savoir-faire. Ça peut être également, comme je vous disais, vous pouvez mettre 3 ans d'expérience dans le domaine de la banque, dans le domaine du prêt-à-porter, comme je vous disais. En gros, c'est ce qui va je dirais, vous résumer et vous valoriser encore une fois. L'idée n'est pas de mettre, alors, moi je suis plus d'avis de mettre effectivement des compétences ou des connaissances sur une activité, un secteur, un domaine, et de pas forcément de mettre une liste de ce qu'on appelle de qualité, de savoir-être, parce que c'est vrai que je dirais on peut mettre, voilà, je suis rigoureux, organisé, consciencieux, j'ai l'esprit d'équipe. Ça effectivement, ça peut effectivement bien vous définir. Mais je vous dirais, ça n'a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée parce que ça, ce sont des choses qu'on va nous évaluer en entretien. Les mettre dans un CV, ça ne va pas forcément nous rassurer ou nous dire, voilà, pas parce que la personne le met que ça va être forcément pertinent. Alors que si on oriente plus du côté, je dirais, des compétences qu'on appelle le savoir-faire, donc maîtrise, ça peut être aussi d'une solution, d'un logiciel ou d'autres choses, ou par exemple, compétences en management d'équipe, en gestion de projet, en vente, enfin voilà, encore une fois, pas mal de choses, ou ça peut être des comptes fonctions support sur le marketing, contrôle de gestion, enfin je ne vais pas tout vous citer. Mettez-le hein, si vous avez des expériences là-dedans, parce que ça va être plus concret, je dirais, on va pouvoir le retrouver dans votre CV aussi. Et ça va montrer aussi que vous savez aussi, en gros, quand vous savez ce que vous valez, et vous savez également, voilà, vous avez aussi quelque part du recul sur votre expérience. Donc n'hésitez pas à faire ce petit pitch, comme on dit. Ça peut aussi donner une bonne indication aux recruteurs sur un petit peu voilà, ce qui vous caractérise et ce qui vous définit. Alors sur les compétences également, l'idée c'est pas de mettre une liste, un inventaire un peu à la Prévert et de mettre une liste voilà, complète, la plus exhaustive possible. Par contre, si vous en mettez, n'hésitez pas effectivement à les évaluer en mettant le niveau. Vous pouvez effectivement vous servir de pictogramme. Alors, on va revenir après justement sur la forme du CV, sur quels outils on peut s'appuyer.
Parce que c'est vrai que ça sert à rien de mettre compétences de points informatiques ou back office ou anglais si vous mettez pas le niveau en fait. Si vous mettez pas anglais opérationnel, courant ou voire même scolaire. Pareil, maîtrise d'un logiciel ou autre, mettez le niveau. Il faut vraiment encore une fois être précis pour qu'on sache si vous savez maîtriser, si vous allez pouvoir être opérationnel sur le poste ou si ça va nécessiter l'accompagnement encore une fois de la formation. Sur les expériences, pareil, c'est important, encore une fois, pour donner de la visibilité au recruteur qu'il n'ait pas besoin de trop réfléchir sur un CV ou d'aller jongler entre toutes les dates et les types de contrats. Mettez-les, en fait, indiquez-les si c'est un stage, un CDI, un CDD ou si c'est un intérim. Également les dates, vous n'êtes pas obligé de mettre évidemment à la date au jour près, mais si c'est une expérience qui a duré pas sur une longue période, 1 an, 2 ans, mettez quand même les mois, c'est important, parce que si vous mettez 2018, si vous avez travaillé un mois ou 18, enfin pas 18 mois, mais ou 10, 11 mois, c'est pas du tout pareil. Donc c'est important. Bon, évidemment, sur un CV, les expériences, c'est toujours antichronologique. Vous démarrez par la plus récente à la moins récente. Je préfère le rappeler parce que je vois, bon, c'est très rare, mais j'en vois de temps en temps des gens qui partent de la plus ancienne à la plus récente. Évidemment, c'est comme on dit, antichronologique. Donc vraiment, partez de la plus récente, je le précise quand même assez rapidement. Et donc voilà, mettez-les, indiquez-les. Si vous avez je dirais comment dire, une période d'absence liée à un problème médical ou de recherche, écoutez, ça arrive. Alors après, c'est évident que certains recruteurs vont avoir plus d'a priori. Moi, je ne me ferme pas forcément effectivement sur ce type je dirais, de période. L'idée, c'est aussi de chercher à creuser. La plupart des recruteurs vont quand même chercher à comprendre pourquoi. Mais si c'est effectivement une période, je dirais, médicale ou même peut-être un congé maternité, n'hésitez pas à le mettre. Vous mettez ça sur une ligne, pas besoin d'en mettre plus. Ne rentrez pas dans le détail. L'idée, c'est pas de mettre trop de détails sur votre vie personnelle. Le recruteur n'a pas à le savoir. Il n'a pas le droit de poser des questions là-dessus. Mais vous avez le droit d'indiquer effectivement période effectivement d'inactivité due à un problème médical ou autre, ou toute autre raison. Après, si une période assez courte, on n'est pas obligé de le mettre, bien sûr. Si vous ne souhaitez pas en parler, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bien sûr, vous avez le droit de ne pas le mettre. Mais c'est vrai que moi, je préfère voir effectivement ce type d'indication parce que je comprends tout à fait que on peut avoir effectivement des périodes compliquées dans la vie. Et ça, c'est des choses qui se comprennent tout à fait et qu'on peut expliquer effectivement ensuite en entretien. Également les centres d'intérêt. Alors ça, c'est un point aussi qu'on bâcle un peu souvent. C'est pas, je dirais, une obligation de le mettre. Si vraiment vous souhaitez gagner de la place, vous pouvez vous permettre de ne pas le mettre. Et si vous le mettez, vraiment, il faut les personnaliser. Ça sert à rien de mettre des centres d'intérêt avec lecture, cinéma, sport. Ça va pas apporter vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Par contre, si vous avez des centres d'intérêt qui peuvent effectivement avoir aussi du lien avec vos activités professionnelles si vous avez effectivement des projets personnels ou vous avez effectivement des associations, n'hésitez pas à les mettre, ou même vous avez une passion sur un domaine en particulier qui soit culturel ou artistique qui sort un peu du lot, oui, n'hésitez pas à le mettre. En plus, ça peut créer du lien avec le recruteur, si également il partage un petit peu la même passion, le même domaine, ça peut être un point d'accroche et créer de la proximité, donc oui, mettez-le. Après, évidemment, n'entrez pas trop dans les éléments, je dirais, comme trop personnel ou des choses qui vont avoir très évidemment alors trop politisées ou dans la religion, je le précise même si je le vois rarement aussi, mais il faut éviter de froisser les susceptibilités, je dirais, des recruteurs. Et certains recruteurs, voilà, s'ils voient des choses un petit peu trop, je dirais, engagées, ils peuvent aussi se dire attention, cette personne-là, ça va pas le faire avec mon équipe, ça va créer des tensions, des frictions, je préférerais pas le contacter. Donc c'est pour ça qu'il faut être un petit peu prudent. Et ça, je vous dirais, je le vois pas assez rarement, mais je le précise quand même notamment. Et enfin, un dernier point sur cette thématique. Alors, la RQTH, est-ce qu'il faut la mentionner? Alors, là, c'est pareil, je dirais, je serais plus sur un avis qui serait peut-être un peu plus moins objectif et plus subjectif, ce qui est mon avis personnel, parce que moi, j'ai aussi discuté avec des recruteurs qui me disent, moi, clairement, je conseille de ne pas la mettre. Moi, je suis clairement plus d'avis de la mettre dans un CV, sans, encore une fois, rentrer dans le détail, juste la mentionner. Parce que, de toute façon, c'est un point qu'il faudra forcément évoquer à un moment ou à un autre de votre parcours. Enfin, et surtout si vous avez un entretien. C'est évident que ça peut créer des a priori, encore une fois, sur des personnes qui seraient moins sensibilisées, je dirais, au domaine du handicap. Généralement, votre premier filtre, quand vous envoyez un CV, il est avant tout RH. C'est pas forcément des gens qui vont être côté management, comme on dit, opérationnel. Donc les gens, je dirais, côté RH ont quand même une sensibilité, je dirais, à la notion de handicap. Donc il y a quand même moins de risques qu'il y ait des freins. C'est vrai que les freins se font souvent un peu plus quand on avance dans le processus et que voilà, le CV est présenté à des personnes qui sont plus opérationnelles, qui sont souvent un peu moins sensibilisées. Alors pas toutes, évidemment, je ne vais pas faire de généralité, mais ça peut effectivement, ça peut arriver. Donc oui, moi je dirais qu'il faut la mentionner. C'est important parce que voilà, il ne faut pas non plus mentir, il faut, je dirais, en parler assez rapidement pour pas
effectivement, vous vous retrouvez vraiment en porte-à-faux ou à défaut si vous vous rendez compte qu'après avoir avancé dans le processus, le poste n'est pas adapté à vos aménagements. Donc ça, c'est important d'en parler en tout cas, mais ne rentrez pas dans le détail. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas d'aménagement, je vous dirais, pas besoin d'aménagement, vous pouvez effectivement mettre un QTH sans aménagement, si vous avez effectivement la chance de ne pas en avoir, puisque ça va aussi rassurer le recruteur, ça va lui donner moins d'a priori en se disant ça va être moins compliqué. Effectivement, si vous avez un aménagement qui est vraiment impératif pour vous, c'est-à-dire du temps partiel, vous ne pouvez vraiment pas travailler, vous pouvez le mettre aussi, ça va vous permettre aussi quelque part de gagner du temps. Mais bon, ça, à la rigueur, ça, c'est à vous, j'irai de voir là-dessus, de voir si vous souhaitez le mentionner rapidement. Mais par contre, il faut l'évoquer forcément, que vous aurez contact. Ça vous permettra effectivement d'être transparent aussi vis-à-vis du recruteur. Alors, par rapport à la forme, parce que je vous ai parlé beaucoup du fond maintenant, là on va effectivement être un petit peu plus rapide, mais l'idée effectivement c'est quand même d'avoir une présentation originale pour vraiment se différencier, qui soit attrayante pour donner envie de lire le CV. Là je vous ai mis un site, il y en a d'autres, mais celui-là est plutôt bien fait. C'est canva.com qui vous permet d'avoir plein de présentations différentes et surtout de sortir un petit peu des formats de CV très traditionnels notamment. Donc, il faudrait effectivement le consulter pour voir un petit peu ce qui aussi va vous correspondre, parce que c'est important d'avoir, je dirais, un CV qui correspond aussi à votre personnalité, puis forcément à votre métier. Alors évidemment, l'idée, ça va dépendre aussi du secteur d'activité dans lequel vous vous situez. Je dirais un CV entre guillemets efficace, sobre, ne va pas exclure d'être aussi original et créatif. Alors c'est sûr, quand on postule dans le domaine bancaire ou dans le domaine de la création graphique, du design ou en agence de com, ça va pas être pareil. On va effectivement être beaucoup plus sobre. Je dirais, on va plus aller vers le côté sobre sur le domaine bancaire que dans le domaine de la création. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des exemples de CV juste après. Donc c'est pour ça je pourrais vous en parler un peu plus. Mais de toute façon, la règle, c'est qu'il doit vraiment être clair et lisible. On n'essaye pas d'en caser le maximum sur un CV. Et on doit surtout identifier les rubriques rapidement pour savoir où aller chercher l'information. Et ça, je dirais, on peut le faire à travers des jeux de couleurs, des jeux de police, on va voir juste après. Voilà, sur un CV, on doit vraiment en quelques secondes savoir trouver l'information qu'on recherche très concrètement. Alors, sur le format, je conseille moi du PDF ou du Word, idéalement PDF. Pas de format image, tout ce qui est JPEG, PNG ou GIF ou autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart du temps, vous allez effectivement avoir une recherche, entre guillemets, c'est une personne, une recherche humaine derrière un CV, mais aussi vous êtes de plus en plus ce qu'on appelle des ATS, qui sont les applicants tracking system, pour prendre le terme anglophone, qui sont des bases de données candidats des groupes ou même des cabinets de recrutement, qui vont faire de la recherche automatique de CV et qui vont, en fonction des mots-clés, pouvoir aller classer et affecter les CV à des offres. Donc si vous l'avez effectivement en format image, ces outils-là maintenant ça a évolué, donc ils sont plus performants, mais vont avoir beaucoup plus de difficultés à aller trouver les mots-clés et identifier justement les mots. Alors que sur les formats Word évidemment et PDF, c'est plus adapté, ils vont pouvoir effectivement bien identifier les mots-clés, identifier un CV. Donc, ça vous permettra effectivement de bien être sélectionné, si je puis dire, et de ne pas passer à la trappe si vous avez un format image. Et puis ça que je t'avais évoqué, mais encore une fois, là, ça va dépendre du recruteur, clairement, ça va dépendre aussi de la vie ou des positions de certains recruteurs ou des personnes. Moi, je conseille d'avoir un CV sur 1 à 2 pages. Certaines ne vont jurer que par un CV à 1 page, mais pour les personnes les plus expérimentées, c'est compliqué parfois de faire tenir sur 1 page. Donc moi, ça me choque pas du tout d'avoir un CV sur 2 pages. Après, au-delà, ça devient un peu plus, un peu moins, je dirais, un peu moins attrayant et ça peut être, je dirais, à double tranchant d'aller au-delà, parce que ça peut, encore une fois, donner l'impression de manque de synthèse, ou un recruteur, je dirais, en fin de journée, qui va être fatigué, va avoir un CV de 3, 4, 5 pages, et va peut-être pouvoir passer à côté, ou le parcours plus rapidement qu'il aurait fait, je dirais, en début de journée, si je puis dire. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de faire tenir ça sur 1 à 2 pages maximum, et encore une fois, si vous avez un format un peu plus développé, préparez-vous cette version et proposez-la une fois que vous aurez un premier contact, notamment. Et dernière chose avant de passer aux questions, alors effectivement toujours la présentation est très importante. Il faut garder effectivement de l'homogénéité, de la cohérence. Ça c'est très important. Ne faites pas je dirais le CV avec le syndrome un petit peu guirlande ou sapin de Noël avec plein de couleurs différentes, plein de polices. Il faut rester là, c'est l'aspect sobre qui va primer. Pas trop de couleurs. Alors,
encore une fois, vous pouvez en prendre 2, 3, les 4 maximum, mais il faut rester cohérent et surtout attribuer, je dirais, des couleurs, les mêmes couleurs aux mêmes rubriques. Par exemple, si vous mettez des titres de rubriques, je sais pas, en bleu, gardez le bleu pour chaque type de rubrique, ça c'est important. Pareil, les polices, ne multipliez pas les polices, ça sert à rien, ça va, en plus ça va rendre la lecture un petit peu moins agréable. Mais par contre, vous pouvez effectivement jouer sur la taille des polices, ça c'est sûr, pour encore une fois identifier les rubriques, les mettre en caractère gras ou non, de mettre en avant, je dirais, des compétences ou des éléments de votre CV. Ça, faut pas hésiter à le faire. Donc effectivement, d'où la même présentation entre les différentes rubriques. La photo, encore une fois, on peut y avoir des avis un petit peu différents, mais de manière générale, c'est vrai que moi je vous conseille de mettre une photo, mais évidemment professionnelle, parce que là je vois encore une fois beaucoup de choses de personnes, je dirais, qui mettent, en fait, qui récupèrent des photos dans un cadre un peu privé, qui les découvrent, qui font pas très pro. Donc voilà, mettez-vous vraiment sur une photo, sur un fond unique, qui soit blanc ou une autre couleur, mais vraiment c'est important sur une tenue, alors je dirais professionnelle, vous n'êtes pas obligé de mettre, je dirais, c'est pas le costard cravate absolument, mais en tout cas, mettez une tenue, la tenue que vous pourriez porter sur votre lieu de travail, ça c'est important. Et puis souriez, ça c'est aussi de donner envie de vous rencontrer, parce que la photo, voilà, où on voit une personne qui a l'air un peu, voilà, qui a pas l'air, enfin qui donne pas envie de rencontrer, clairement ça joue, et c'est encore une fois ça, ça, ça traduit un peu votre personnalité ou autre. Donc mettez vraiment une photo où vous êtes donné envie d'être rencontré, où vous avez une approche positive, ça c'est important. Et évitez effectivement les photos où, voilà, où derrière il y a un cadre un peu moins pro ou plus privé parce que ça se voit assez rapidement et ça donne pas une bonne image, je dirais, du candidat tout de suite. Et puis aussi pour rendre le visuel plus attrayant, vous avez effectivement 2 sites que j'ai mis, donc The Noun Project et Flaticon.com. Donc ça peut être pour mettre des petits éléments graphiques. Alors l'idée c'est pas de surcharger le CV, de mettre des logos partout, mais par exemple pour illustrer votre niveau de compétence, vous avez plein effectivement de jeux d'icônes qui vous permettent de mieux identifier les rubriques et de le rendre un peu moins austère. Donc encore une fois, il faut le faire avec parcimonie, mais voilà, c'est bien de pouvoir égayer le CV, ça rend encore une fois la lecture plus agréable. Alors je précise que les sites sont, parce que en fait ce sont des sites qui sont libres de droit, donc la plupart, on va dire 80% des icônes, vous pouvez les télécharger gratuitement, mais ils sont en anglais, voilà, c'est un cas des meilleurs sites que j'ai trouvé. Donc là, très simplement, dans la barre de recherche, vous tapez le thème que vous souhaitez. Hein, et bon, très simplement, si vous n'êtes pas anglophone, allez sur les sites de traduction, à Google Translate, vous tapez le nom et vous copiez-coller. Hein, enfin, là, ça paraît simple, mais je préfère vous le préciser. Et vous sortira effectivement, vous avez un très large choix d'icônes que vous pourrez mettre dans votre CV. Alors justement, à propos des CV, pour conclure, je vais vous montrer juste quelques exemples de CV sur lesquels on va passer assez rapidement, donc notamment des CV sur lesquels je m'étais déjà appuyé sur les précédentes présentations. Alors, premier CV sur un profil un peu junior, là vous avez un exemple de CV qui est plutôt assez sobre, voilà, il n'y a pas de fioriture, mais voilà, qui est assez agréable à lire, qui passe bien. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement un CV qui n'est pas surchargé, je dirais. Vous avez notamment les informations qui sont clairement identifiables, les types de rubriques, vous voyez, qui sont aussi avec des couleurs différentes pour qu'on comprenne bien, voilà, enfin, qu'on identifie rapidement, notamment en mettant le nom de la société en rouge ou les dates, ça permet, voilà, d'avoir un bon visuel. Et comme effectivement, voilà, le CV junior, on met la formation, je dirais, les études en premier, notamment en tête de CV, puisque je dirais dans ces cas-là, on va avoir tendance à avoir plus tendance à valoriser sa formation que les expériences qui sont un peu limitées en tant que junior. Donc voilà, c'est un exemple de CV plutôt assez sobre, qui vraiment sont pas, je dirais, pas forcément très original, mais plutôt efficace. Sur un CV un petit peu plus original, et encore une fois, il n'y a rien d'extraordinaire, vous pouvez avoir aussi ce type de format pour une personne plus expérimentée. Comme je disais, voilà, on peut retrouver effectivement sous le titre une petite phrase qui résume un peu le point fort du candidat. Également, le petit texte, comme je vous parlais du pitch, là, il est effectivement sur la partie à gauche, hein, sur la partie profil, dans le petit texte de quelques lignes qui résume un petit peu le parcours et qui valorise encore une fois le profil. Et puis pour les compétences, comme je disais, voilà, on ne met pas forcément 50 compétences, mais on les regroupe avec des petites icônes, enfin pas des icônes, mais ce petit graphique un petit peu pour illustrer le niveau à chaque fois. Donc voilà, vous voyez, c'est pas forcément une chose très compliquée. Vous avez plein de supports. Le site canva.com peut vous aider à faire ce genre de CV. Et puis effectivement, voilà, on peut mettre ça en 2 colonnes et est assez clair encore une fois. Alors évidemment, on peut pousser beaucoup plus loin le concept hein, sur les CV. Bon là, j'ai pris un exemple que j'ai récupéré, hein, une personne fictive encore une fois. Là, c'est plus effectivement on voit le CV est en anglais, mais ça illustre bien. On peut faire des choses beaucoup plus originales quand on est effectivement dans la partie création graphique, je dirais une fonction qui implique beaucoup plus de créativité. Bon là, vous avez un choix
couleur qui est un peu un parti pris, qui n'est pas forcément des couleurs très agréables, mais bon, au moins le CV retient l'attention, hein, très clairement. Et c'est vrai qu'après, on peut partir assez loin dans le concept, hein, si on veut étudier les couleurs. Hein, il y a même certaines couleurs qui vont être, qu'on va, selon certaines études ou autres, après, prendre avec plus ou moins de sérieux, mais certaines couleurs vont être affectées à certains secteurs d'activité. On dit par exemple qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine des nouvelles technologies, de l'IT, de l'informatique, utilisent beaucoup le bleu, qui est synonyme, par exemple, c'est un exemple de technologie, d'innovation, hein, ça vous avez effectivement pas mal de cette couleur. Donc si on veut effectivement pousser les recherches, on peut aller loin dans le CV, mais bon, après l'idée c'est avant tout de se concentrer évidemment sur le contenu, de faire une forme qui soit vraiment agréable à lire. Voilà. Encore une fois, c'est des exemples. Je vous invite vraiment à aller voir canva.com, hein, vous verrez, et surtout adaptez-le par rapport à votre métier et aussi, encore une fois, votre personnalité. Hein, ça, c'est important. Avant de passer aux questions, juste, je vous précise. Là, pour conclure, on viendra effectivement sur les moyens de nous contacter, sachant que, évidemment, là, on va passer aux questions. J'aurai peut-être pas le temps, encore une fois, de traiter toutes les questions, parce qu'il est déjà 15h37. On va essayer de passer encore, je pense, à peu près un petit quart d'heure sur les questions. Donc là, je reviendrai sur ce slide. Je vous redonnerai effectivement je vous redonnerai cette adresse pour que vous puissiez nous contacter et voir comment, voilà, si vous avez d'autres questions, voilà, vous pourrez évidemment les envoyer à ces contacts. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc du coup, attendez, je vais me remettre sur la partie questions. Voilà, du coup, j'active une question. Là, normalement, je vais demander à ma collègue Adeline qui va me sélectionner une partie des questions. En attendant, je vais regarder dans la partie commentaires si je peux anticiper. Alors, je vais regarder. Ouais, je vois effectivement, en tant que junior, est-il plus intéressant de mettre ses compétences en première rubrique? Exemple pour le développeur web, différents langages. Oui, ça peut être intéressant, effectivement. En fait, je vous dirais même, bon, les compétences, généralement, qu'on soit junior ou senior, on peut les mettre en premier parce que c'est vrai que c'est bien aussi pour les valoriser. Mais c'est vrai que pour un profil junior, je vous dirais, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, vous faites un ou deux stages, mettez-les en premier. Mais encore une fois, n'hésitez pas dans ce cas-là à contextualiser. C'est-à-dire si, pardon, si vous avez eu un projet en école, vous avez pu mettre en application ou acquérir ces compétences, n'hésitez pas, je dirais, à le mettre et à le préciser en tout cas sur votre CV. Voilà, mais effectivement, une personne junior peut tout à fait mettre vos compétences en premier et votre formation. Après, si vous avez fait une alternance de longue durée, si vous avez eu plusieurs alternances ou même une expérience assez intéressante, ne vous interdisez pas aussi de faire ressortir ou mettre en avant ou en termes de hiérarchie, de mettre en premier en deuxième position assez rapidement dans le CV. Encore une fois, tout dépend de votre expérience. Je dirais ça peut aussi le faire, hein, je dirais pour un profil junior notamment. Je regarde ici d'autres questions. Alors oui, c'est pas forcément sur le CV, mais allez-vous envoyer le support aux participants? Oui, normalement vous allez recevoir un lien pour pouvoir effectivement normalement le reconsulter, ça y a pas de souci. Donc ça, vous le recevrez une fois que, je pense, dans l'après-midi, une fois qu'on aura terminé, hein, le temps qu'on clôture ce webinaire. Alors les formats PowerPoint, oui, ça passe aussi, je dirais pas de souci. Enfin, PowerPoint, c'est aussi reconnu par les ATS. Bon, c'est mieux, je préfère avoir un PDF, mais PowerPoint, je n'ai pas de souci avec ça, effectivement. Ça peut aussi vous permettre d'avoir un format un petit peu plus original. Donc ça, évidemment, ça peut passer. Alors, donc effectivement, oui, je précise. Alors les liens, justement, dans le chat, ça va normalement, ma collègue Adeline a dû vous les envoyer. Et dans le format que vous allez recevoir, les liens sont activables. Notamment, une fois que vous le recevrez individuellement, vous aurez des liens activables, justement, vous pourrez les cliquer dessus. Notamment, ça, je vous le précise. Alors, RQTH égale MDPH. Alors non, effectivement, la maison départementale pour les personnes qui sont handicap, c'est pas pareil. C'est juste l'RQTH, en fait, c'est juste une attestation. Hein, c'est une mention que vous mettez aussi sur votre CV. Donc là, non, c'est pas effectivement la même chose. La MDPH vous permet évidemment de vous accompagner autour de votre handicap. Genre, je ne vais pas revenir dans le détail sur toutes les fonctions parce que c'est pas le thème, mais non, c'est pas la même chose. L'RQTH, c'est vraiment la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc c'est vraiment votre attestation qui justifie votre handicap. Et également qui est la mention qu'on met dans un CV, notamment tout simplement, je le précise. Alors, effectivement, j'ai un commentaire qui ne nous dit pas bravo puisque ça ne marche pas. Alors j'en suis désolé, Fatima, mais malheureusement avec la technique, parfois, je sais que ça peut être lié aussi à votre connexion ou à votre navigateur.
Donc si vous n'avez pas pu effectivement m'entendre me voir, j'en suis désolé. Donc là forcément, si ça ne marche toujours pas, vous ne m'entendrez pas m'excuser, mais au moins vous recevrez ensuite en tout cas vous recevrez en tout cas individuellement la présentation. Donc au moins vous aurez quand même du contenu. Alors le CV vidéo, comment en faire un? Alors c'est vrai que le CV vidéo, nous on est passé par ce format-là sur les mardis de handicap. Ça peut être un bon format. Alors concrètement, il y a un moment, il y a une tendance, il y a quelques années où on a essayé de lancer le CV vidéo. Je dirais, ça peut être assez piégeux si je puis dire. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même voilà être à l'aise face à la caméra, hein, ce qui est pas aussi forcément facile. Hein. Il faut savoir bien se présenter, se mettre en avant. Je dirais que la mode entre guillemets, la tendance n'a pas vraiment pris. Moi, j'avoue que je vous dirais, je suis pas forcément pour, enfin, pas contre le format, mais je préfère effectivement me baser sur un CV et ensuite appeler le candidat pour discuter avec lui. Je pense que c'est plus pertinent. Déjà, quand j'ai un cette vidéo, c'est vrai que ça fait toujours une valeur ajoutée. C'est bien pour les fonctions justement où il y a de la relation client, où le relationnel est important. Bon, vous direz, il y a quand même pas mal de fonctions où c'est important. Après, c'est pas forcément c'est pas très important, c'est pas grave si vous n'en faites pas. Mais si vous en faites un, par contre, il faut bien le faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, quand c'est sorti, ont commencé à le faire. Mais il faut être original, voilà, il faut sortir un petit peu du lot. Et concrètement, c'est un exercice qui est assez compliqué. Donc faites-le si vous êtes sûr de vous. Proposez-le, notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bien d'avoir une présentation de vous qui, encore une fois, ne faites pas une revue complète de votre CV, mais présentez-vous de manière un petit peu originale, mettez-vous en avant sur les points clés. Mais ça, gardez-le plutôt sur, je dirais, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou autre. Ça, c'est important. Ouais. Ça, vous pouvez le faire, mais encore une fois, faites-le bien. Mais ça sera effectivement, ça peut être le sujet d'un webinaire, donc je ne vais pas forcément passer trop de temps dessus parce que c'est compliqué de faire une bonne présentation en vidéo, notamment. Alors, comment pouvons-nous évaluer notre niveau de compétence, par exemple informatique, afin de ne pas mentir sur le CV? Bah, ça, je vous dirais, c'est vous qui le savez, je ne pourrais pas vous répondre à votre place. En fait, soit effectivement, vous le mentionnez de manière très claire, ça vous mettez, par exemple, maîtrise ou notion ou bonne connaissance, hein, il y a plein de termes qui peuvent se rapporter à ça. Ou sinon, vous mettez, comme on a vu sur le CV, hein, je vais revenir dessus, mais c'est très simple, hein, il y a différentes manières de le faire, des petits pictogrammes, là, ici, là, sur notamment la partie compétences qui est à gauche du CV, ou ben voilà, vous mettez sur une échelle, ça peut être de 1 à 4, 5, et en fonction des compétences, vous prenez effectivement celles qui vous correspondent le plus et que vous maîtrisez. Hein, ça, c'est vous qui pouvez le savoir et vous les évaluez comme ça. Comme ça, il va aussi y avoir une comparaison par rapport aux différentes technos. Et bien sûr, ne mettez pas celles que vous maîtrisez pas du tout. Ça n'a pas d'intérêt. Vous avez vu encore une fois très sommairement. Et encore une fois, le fait de ne pas mentir, ça vous appartient encore une fois. Si vous voulez vous surévaluer, après, c'est un risque. Hein. Certes, ça peut vous donner une chance, je dirais, d'être contacté, mais après, quand vous allez entrer en entretien, je pense qu'un recruteur va vite déceler si vous maîtrisez, peut rapidement vous tester s'il a un doute, je dirais, sur votre capacité à maîtriser telle ou telle compétence. Donc, si on ne peut pas donner de données chiffrées, c'est pas grave, rassurez-vous, comme je vous disais, ça va dépendre de la fonction, ça va dépendre, je dirais, du métier. On n'est pas obligé d'en mettre partout, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas une obligation comme je l'avais pu le préciser. Alors, comment gérer sur le CV de longue période d'arrêt maladie? Alors, c'est comme je l'ai dit, c'est clair que c'est un avis aussi un petit peu plus personnel. Moi, je mettrais en tout cas sur un CV, comme je l'ai dit, arrêt pour raison médicale. C'est clair que certaines personnes ou recruteurs vont avoir moins de scrupules et vont se dire, bah non, c'est une période trop longue, et vont écarter le CV. Hein. Ça, c'est aussi une réalité du marché. Hein. Certaines personnes vont se concentrer sur des personnes qui n'ont pas eu d'arrêt de travail. Hein. Ça, c'est aussi une réalité. Malheureusement, c'est comme ça. Ça, on ne peut pas forcément lutter contre ça. Mais au moins, voilà, je préfère mettre de l'information plutôt que de ne pas en mettre. Parce que le fait de ne pas en mettre va faire poser plus de questions en fait, au recruteur. Il va se dire, il va pouvoir, je dirais, mettre des hypothèses qui vont peut-être pas dans votre sens. Alors qu'effectivement, une personne qui a un problème médical ou pour raison de maladie, c'est quelque chose qui s'entend, qui se justifie. Hein. Vous n'avez pas pu travailler, ça peut arriver. Encore une fois, des accidents de la vie, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, moi, ce genre de choses, je préfère l'avoir. Comme ça, moi, je sais que cette période, elle est justifiée, en tout cas. Également, qu'est-ce que je peux... Alors voilà, oui, j'ai répondu aussi, si on supprime une expérience, comment gérer le trou? Alors comme je disais, ne supprimez pas l'expérience si ça fait une trop longue période. Mais par contre, résumez-la. Voilà, ne vous étendez pas, ne vous sentez pas obligé de tout détailler encore une fois. Donc là, vraiment, peut vraiment vous permettre de la mettre de manière très succincte. Encore une fois, de toute façon, les recruteurs, encore une fois, on est humain, hein, on va aller vraiment à ce qui nous intéresse le plus et aller cibler des expériences qui vont correspondre à ce qu'on recherche, hein, notamment. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Je suis encore en train de faire dérouler. Alors, avez-vous le lien pour les job
dans l'entreprise, oui, pour les mardis de handicap, ça, j'en reparlais justement à la conclusion. Et je vous donnerai, enfin, vous l'avez vu dans le slide, l'adresse de notre site qui s'appelle missionhandicap.com. Vous avez les informations dessus, ça, je vais y revenir. Donc, l'air qu'il y a sur le CV, j'en ai parlé. Oui, pour moi, c'est mon avis de le mettre sans mettre plus de détails. Et je crois que j'ai à peu près. Je vérifie. Alors, je crois que j'ai fait le tour des questions. Je fais une dernière recherche pour être sûr que je n'ai rien oublié. Ça, c'est bon. Ah, oui, si j'en ai une dernière, ouais. Alors, pour les CDI en recherche d'un autre emploi, quelle date mettre pour l'expérience en cours? Si on met actuellement, va-t-on être contacté? Bien sûr, alors, si je comprends bien la question des CDI en recherche d'emploi, c'est-à-dire que vous êtes en CDI, vous cherchez un emploi, vous mettez très simplement la date depuis, mois et année, hein, c'est aussi simple que ça. Ou alors, je vais une personne effectivement mettre une date et mettre effectivement poste en cours. Mais j'aurais la convention, ce qu'on voit le plus, c'est vous mettez depuis janvier, je sais pas, 2015, très simplement. Et évidemment que vous allez être contacté si vous êtes en poste, hein, ça je vous rassure. Et je vous dirais même, hein, bon, c'est parfois un petit peu malheureux aussi, mais les personnes, je dirais, qui sont en poste, c'est aussi des choses qui vont être plus rassurantes pour les recruteurs. Ça veut dire que la personne a aussi l'employabilité, hein. Je dirais, c'est aussi logique, hein. Donc clairement, non, ne vous inquiétez pas là-dessus. Si vous êtes en poste, clairement, ça ne va pas vous porter préjudice, si je puis dire. La seule chose, effectivement, qui pourrait être compliquée, c'est si le recruteur ou l'entreprise n'est pas, je dirais, ne souhaite pas, je dirais, avoir supporté une période d'essai de longue, de 2, 1 ou 3 mois, et ne pas vous libérer plus tôt. Clairement, voilà, c'est juste ça qui pourra faire, je dirais, comment dire ça, être un obstacle à votre recherche d'emploi, pour le dire encore une fois simplement. Du coup, je vais m'arrêter là pour les questions. Je vais revenir effectivement sur les contacts. Si bien sûr vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les envoyer à cette adresse, à cet email qui est en bas, c'est le deuxième, là, donc l'adresse sourcing@jobinlife.fr. J'essaie effectivement d'y répondre, de vous faire une réponse. Alors, pas forcément tout de suite parce que j'ai pas mal de sollicitations et du coup, il se peut qu'il y ait un petit délai, mais n'hésitez pas effectivement à envoyer des questions. Sur nos annonces également, nous, on a notre propre job board Pied d'emploi qui s'appelle, pour ceux qui ne connaisseraient pas, s'appelle missionhandicap.com. Vous allez effectivement retrouver toutes nos annonces et notamment, vous allez avoir différents portails qui vont être sectorisés à travers cette adresse, avec notamment on dit IT, on dit énergie, on dit distrib, je vous laisserai regarder, mais vous pouvez aussi rentrer sur des secteurs d'activité bien particuliers. Et vous avez notamment sur la page d'accueil, pour la question qui avait été posée, vous retrouvez effectivement les dates des prochains mardis du handicap, qui sont évidemment qui vont se faire en ligne, hein, jusqu'à nouvel ordre. Je pense qu'on va, je pense, mais ils vont tous se faire en ligne jusqu'au courant du mois de juin. Et du coup, les prochains sont notamment le 19 mai sur Toulouse. Il y en a un dédié aux fonctions informatiques le 26 mai sur Paris, et d'autres qui devraient arriver sur notamment Lyon le 9 juin, et Montpellier encore une fois, qui sera le 16, la semaine d'après notamment. Voilà. Donc vous pouvez retrouver toutes les dates sur encore une fois notre site. Et donc je vous invite évidemment aussi, n'hésitez pas à solliciter si vous êtes déjà en contact avec que ce soit Gérald, Sarah ou Amélie, hein, vous avez peut-être dû avoir au téléphone. N'hésitez pas aussi à revenir vers eux directement si vous êtes accompagné par eux tout simplement. Et donc dernière chose pour conclure, déjà je vous remercie en tout cas d'avoir assisté, d'avoir tenu jusque-là, parce que c'est maintenant effectivement de 3 quarts d'heure que la présentation dure. Semaine prochaine, je vais animer un webinaire notamment sur la recherche d'emploi. Tout simplement, donc c'est comment l'optimiser, on va dire, sa recherche d'emploi, avec notamment aussi une partie sur les réseaux sociaux. On sera invité encore une fois d'avoir des bonnes pratiques, hein, sur comment la préparer, la mener et aussi la mener sur la durée. Et encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter par les différents moyens de communication que vous avez là, les adresses, l'équipe recrutement, encore une fois. Et puis, je vous souhaite une très bonne après-midi. Donc, je vous dis à très bientôt. Puis, j'espère aussi vous voir sur le prochain webinaire de la semaine prochaine. Merci à vous. À très bientôt.